Imaginez-vous, juste un instant, glissant doucement à travers le temps. Fermez les yeux, laissez votre souffle se faire lent et régulier, et laissez-moi vous emmener dans un monde qui semble lointain, presque irréel à nos yeux modernes. Le Moyen Âge. Une époque qui s'étend sur plusieurs siècles, d'environ l'an 500 à l'an 1500, un temps où les châteaux et les villages, les forêts épaisses et les rivières sinueuses, formaient le décor quotidien de millions d'êtres humains. Vous pouvez sentir, si vous y prêtez attention, la brise fraîche d'un matin de printemps qui s'immisce à travers les branches d'un bosquet, le parfum humide de la terre après la pluie, et ce léger crépitement des flammes dans les foyers qui réchauffent les maisons en bois et en pierre. Imaginez marcher sur un chemin de terre boueux, vos pieds s'enfonçant doucement dans la gadoue laissée par la pluie de la veille. Vous entendez le cri lointain d'un corbeau, le bêlement d'un troupeau de moutons dans un pâturage voisin, et le son tranquille d'un ruisseau qui serpente entre les collines. Tout autour de vous, le monde est à la fois vivant et fragile. Les murs de pierre d'un petit village se dressent devant vous, surmontés de toits de chaume, et de la fumée s'élève doucement des cheminées, se mêlant à l'air frais du matin. L'odeur du pain cuit au four, légèrement sucrée et rassurante, flotte dans l'air, contrastant avec l'odeur plus âcre de la fumée et de la boue. Alors que vous marchez plus loin, vous commencez à percevoir les nuances de la vie médiévale. Le chant lointain d'un coq vous rappelle que le jour commence, et que, pour ceux qui vivent ici, la vie est rythmée par le lever et le coucher du soleil. Les hommes et les femmes sortent lentement de leur maison, portant sur leurs épaules la lourde charge de la journée à venir. Les enfants courent pieds nus dans les ruelles étroites, leurs rires éclatants se mêlant aux cris des animaux domestiques et au bruit des artisans qui travaillent. Le martèlement du forgeron frappe vos oreilles avec régularité, chaque coup de marteau résonnant comme un rappel du travail nécessaire pour survivre dans ce monde ancien. Il y a quelque chose de fascinant et de presque hypnotique dans cette vie, mais derrière la beauté et le calme apparent, il y a une réalité plus dure, plus fragile. Le Moyen Âge n'était pas seulement fait de paysages pittoresques et de villages charmants. La survie y était un défi constant. La nourriture n'était jamais garantie, les maladies frappaient sans prévenir, et la violence, qu'elle soit le fait de l'homme ou de la nature, pouvait survenir à tout moment. Les saisons, imprévisibles et souvent implacables, régissaient le rythme de l'existence. Les hivers pouvaient être terriblement froids, avec la neige recouvrant les champs et les chemins, rendant la vie quotidienne encore plus difficile, tandis que les étés, parfois brûlants et secs, rendaient les récoltes incertaines et la faim omniprésente. Dans cette vidéo, nous allons explorer, doucement et en détail, pourquoi vous ne survivriez jamais au Moyen Âge. Nous allons nous immerger dans la vie quotidienne des hommes et des femmes de cette époque, découvrir les défis qu'ils affrontaient chaque jour, et comprendre à quel point la modernité que nous connaissons aujourd'hui a rendu nos vies plus sûres, plus confortables et plus prévisibles. Mais nous le ferons avec un ton calme et apaisant, presque hypnotique, afin que chaque détail devienne une image douce et presque magique dans votre esprit. Nous ne cherchons pas à effrayer, mais à comprendre et à contempler, avec un rythme lent et des mots qui glissent comme une berceuse ancienne. Alors, laissez-vous aller, détendez vos épaules, respirez profondément et imaginez-vous assis à l'ombre d'un grand chêne, dans un village médiéval au bord d'une rivière. Écoutez le vent dans les feuilles, le bruit des pas sur le gravier, le murmure des conversations au loin. Imaginez le goût du pain frais, l'odeur du bois brûlé, le froid de la rosée du matin sur vos doigts. Peu à peu, nous allons marcher ensemble dans ce monde ancien, découvrir ses secrets et ses dangers, et comprendre pourquoi, malgré toute notre imagination et notre courage, nous ne pourrions jamais y survivre. Vous pouvez sentir la lenteur de chaque instant, la douceur de chaque geste, la fragilité de chaque vie. Et en même temps, vous pouvez apprécier la beauté d'un monde qui, malgré ses difficultés, possède une harmonie et un charme unique. Le Moyen Âge était un monde de contrastes, brutal et tendre, rude et poétique, dangereux et fascinant. Et c'est précisément cette dualité que nous allons explorer, pas à pas, comme une promenade tranquille à travers le temps, où chaque détail, chaque son, chaque odeur devient une partie de l'histoire que nous allons raconter ensemble. Imaginez-vous glissant doucement à travers le temps, laissant derrière vous le monde moderne, ses lumières, ses bruits et sa rapidité. Vous vous trouvez transporté dans une Europe ancienne, un continent encore jeune dans l'histoire, où les forêts s'étendent à perte de vue, où les rivières serpentent lentement à travers les vallées et où chaque colline et chaque plaine racontent l'histoire de vie simple mais difficile. Le Moyen Âge commence après la chute de l'Empire romain, vers le VE siècle, et s'étend sur près de 1000 ans, jusqu'au XVe siècle, une époque où la vie humaine est à la fois fragile et profondément rythmée par la nature et la société. Dans ce monde,
vous apercevez les contours des villages, petites taches de vie au milieu des vastes paysages. Les maisons sont faites de bois, de pierre ou de torchis, recouvertes de toits de chaume, et elles se regroupent autour de l'église ou du château local. Les chemins sont en terre, souvent boueux après la pluie, et les pas s'enfoncent doucement dans la gadoue, laissant des traces éphémères qui disparaîtront au fil des jours. Les arbres, les champs cultivés et les collines environnantes créent un cadre presque immobile, mais rempli de détails, le vent qui fait bruisser les feuilles, le chant lointain d'un coq, le bêlement des moutons, le froissement des herbes hautes que caresse la brise. La vie dans ces villages est lente et mesurée. Chaque matin, les habitants se lèvent avec le soleil. Les femmes préparent le pain, le lait, les repas simples à base de légumes et parfois de viande. Les hommes partent au champ, aidés par les enfants qui apprennent tôt le rythme de la terre et le travail des semailles et des moissons. Les sons sont constants mais apaisants, le claquement des outils sur le bois ou la pierre, le cri des animaux, le murmure de la rivière. L'air est chargé des odeurs de bois brûlé, de pain frais, de terre humide et d'herbes sauvages. Tout semble en équilibre, mais sous cette apparente tranquillité se cache une réalité exigeante et parfois impitoyable. Les siècles passent lentement. La hiérarchie sociale est stricte et chaque individu connaît sa place. Les seigneurs vivent dans leurs châteaux, imposants et protégés, surveillant leurs terres et leurs sujets. Les paysans et les serfs travaillent dur, cultivant la terre et payant des taxes en nature ou en travail, dépendant de la protection et de la justice de leurs seigneurs. Les artisans et marchands, eux, vivent dans les villes naissantes, aux rues étroites et aux échoppes pleines de sons et d'odeurs de bois, de cuir, de métal et de pain. Même si la violence et les conflits sont présents, ils se fondent dans le rythme quotidien, presque comme un bruit de fond constant, jamais tout à fait effrayant mais toujours perceptible. La religion imprègne chaque aspect de la vie. Chaque village possède son église ou sa chapelle, et les clochers dominent doucement le paysage, rappelant aux habitants la présence divine. Les prières rythment les journées, les fêtes religieuses ponctuent l'année et chaque événement, de la naissance à la mort, est enveloppé d'un cérémonial spirituel. Les croyances façonnent le comportement, guident la morale et offrent un cadre rassurant dans un monde où la survie n'est jamais garantie. Le pouvoir des seigneurs est à la fois protecteur et exigeant. Les châteaux se dressent fièrement sur les collines, avec leurs murs épais et leurs tours imposantes. Ils offrent refuge contre les guerres et les bandes de brigands, mais imposent aussi loyauté et obéissance à ceux qui vivent sur leurs terres. Les relations sont codifiées, les obligations claires, et tout manquement peut avoir des conséquences sérieuses. Et pourtant, même dans ce cadre rigide, il existe des moments de douceur, les foires et les fêtes locales, où les habitants se rassemblent, chantent, dansent et partagent des instants de joie simples, éphémères mais précieux. Chaque village est une communauté soudée. Les habitants s'entraident pour semer et récolter, pour construire et réparer, pour survivre ensemble aux aléas du climat et aux épidémies. La vie collective est essentielle. Les mariages, baptêmes et fêtes religieuses renforcent ces liens, et les enfants grandissent entourés d'une multitude de regards attentifs et bienveillants. On entend les rires des enfants, le froissement des vêtements dans la danse, le cliquetis des ustensiles et les voix qui s'élèvent doucement dans les prières ou les chants. Ainsi, le Moyen Âge apparaît comme un monde vivant et vibrant, mais fragile. La beauté des paysages, la richesse des interactions humaines et la présence apaisante de la religion masquent les difficultés permanentes de la vie. Le travail dur, la maladie, la faim et les dangers imprévisibles. Et c'est précisément ce mélange de douceur et de rigueur, de calme apparent et de réalité exigeante, que nous allons explorer, pas à pas, dans cette immersion totale dans la vie quotidienne d'une époque qui, malgré ses milliers d'années de distance, continue de fasciner et d'intriguer. Imaginez maintenant que vous vous enfonciez un peu plus dans ces villages médiévaux, que vous marchiez sur les chemins de terre qui serpentent entre les champs et les maisons. Le monde autour de vous est entièrement façonné par la nature, par le rythme des saisons et par le travail quotidien. Ici, chaque geste, chaque activité, chaque moment de la vie est dicté par le soleil, la pluie et la fertilité de la terre. Les villages sont de petites oasis de vie au milieu de vastes étendues de champs, de forêts et de collines. Les maisons sont modestes, construites en bois ou en pierre, avec des toits de chaume qui bruissent doucement lorsque le vent passe entre les brins. À l'intérieur, l'air est chaud et légèrement enfumé à cause du foyer qui brûle doucement, parfois pour cuire le pain, parfois simplement pour réchauffer la pièce. L'odeur du bois brûlé se mélange au parfum de la farine, du lait et des herbes séchées suspendues au plafond. Chaque maison est une combinaison de chaleur et de rusticité, un abri fragile mais essentiel contre les intempéries et les dangers du monde extérieur.
Les champs qui entourent le village sont le cœur battant de la vie rurale. Vous pouvez entendre le froissement des blés mûrs, sentir le parfum humide de la terre après la pluie, et observer les paysans qui, avec une patience infinie, s'occupent de la semence et des récoltes. Au printemps, ils labourent la terre, plantent les graines et surveillent chaque pousse fragile. Les enfants aident, courant entre les sillons, leurs pieds nus effleurant l'herbe et la boue, riant doucement lorsque la terre s'accroche à leurs mains. L'été apporte la chaleur, le travail des champs se fait plus intense, et la sueur perle sur les fronts tandis que le soleil caresse les blés dorés. Les moissons sont des moments de tension et de joie mêlés, car elles déterminent si le village survivra l'hiver à venir. Le rythme de la journée est dicté par le soleil. Le lever est doux et progressif, la lumière pénètre à travers les interstices des toits de chaume et des volets en bois, caressant lentement le sol et les visages endormis. Les premières heures du matin sont consacrées aux tâches essentielles. Nourrir les animaux, ramasser les œufs, traire les vaches et les chèvres, préparer les repas, réparer les outils et les vêtements. Les sons sont subtils mais constants, le chant des oiseaux, le hennissement d'un cheval, le bêlement des moutons, le clapotis de l'eau dans le ruisseau. Chaque son est comme une note dans une berceuse ancienne, douce et répétitive, qui accompagne la vie de tous les jours. Les villages sont presque toujours entourés d'éléments naturels qui protègent mais imposent aussi leur rythme. Les forêts proches offrent bois et gibier, mais elles sont aussi mystérieuses et potentiellement dangereuses. Les rivières et ruisseaux fournissent de l'eau pour boire, laver, cuisiner, et servent parfois de repères pour les voyages. Les collines et les vallées influencent les saisons, la météo, et la fertilité de la terre. Chaque habitant connaît intimement ses paysages, leurs sons, leurs odeurs et leurs textures. Les animaux domestiques et de ferme font partie intégrante de la vie quotidienne. Les poules caquettent doucement en cherchant leur nourriture, les chiens guettent chaque mouvement, fidèles et attentifs, et les chevaux frappent le sol avec régularité lorsqu'ils tirent la charrue ou transportent des charges. Les vaches et les chèvres offrent lait et fromage, les moutons fournissent laine et viande, et les champs eux-mêmes sont remplis de légumes simples mais essentiels. Carottes, choux, poireaux et herbes. Chaque élément est précieux, et chaque perte peut être significative pour la survie de la famille. La cuisine est un rituel quotidien. Le pain est cuit dans de petits fours rudimentaires, le lait est transformé en fromage, et les légumes sont cuits simplement, souvent dans de grandes marmites suspendues au-dessus du feu. Le goût des aliments est naturel et terreux, et chaque repas est un mélange de simplicité et de nécessité. Le parfum du pain chaud qui s'élève dans l'air se mêle aux effluves de la terre, des herbes et du bois brûlé, créant une ambiance qui est à la fois rassurante et apaisante. Même si le monde semble calme et harmonieux, chaque jour est une lutte douce mais constante. Le climat est imprévisible, les maladies frappent sans prévenir, et la nourriture n'est jamais totalement assurée. Les habitants apprennent à observer la nature avec attention, à écouter le vent et le bruit des nuages, à sentir la pluie qui approche, et à anticiper ce que demain pourrait apporter. C'est une vie d'attention subtile, de patience infinie et d'harmonie fragile avec le monde qui les entoure. Dans ce rythme lent et régulier, vous commencez à comprendre la beauté et la fragilité de la vie rurale au Moyen Âge. Chaque saison a son propre parfum, sa propre couleur et sa propre musique. Le printemps, doux et prometteur, l'été, chaud et productif, l'automne, chargé de récoltes et de feuilles tombantes, l'hiver, froid et silencieux, où le monde semble s'endormir sous la neige et le gel. Les hommes, les femmes et les enfants vivent en symbiose avec ce cycle naturel, et chaque jour, même s'il est rempli de travail et de contraintes, offre ses moments de calme, de beauté et de poésie discrète. Ainsi, en marchant doucement à travers les champs, en observant les villageois à leurs tâches et en écoutant les sons subtils de ce monde ancien, vous commencez à ressentir l'intimité de la vie médiévale. Vous pouvez presque toucher la terre humide, sentir la douceur de la laine des moutons, entendre le souffle régulier des habitants qui travaillent en rythme avec le monde qui les entoure. La vie est dure, oui, mais elle est également profondément connectée, sensorielle et complète, une danse lente entre l'homme et la nature, entre le temps et le travail, entre la fragilité et la beauté de l'existence. Maintenant que vous avez senti le rythme doux et régulier de la vie rurale, laissez votre esprit s'élever doucement vers le monde de la hiérarchie sociale, ce tissu invisible mais omniprésent qui régit chaque geste et chaque relation dans le Moyen Âge. Dans ce monde, chaque personne connaît sa place, et cette place n'est pas simplement une question de fortune ou de choix, elle est inscrite dans l'ordre naturel des choses, dans la terre, dans le soleil, dans le temps lui-même. Au sommet de cette pyramide se trouvent les seigneurs.
Vous pouvez presque sentir la froideur de la pierre des châteaux et entendre le froissement des tentures dans les salles imposantes. Les seigneurs détiennent le pouvoir, la justice et la protection. Leur rôle est de veiller sur leur terre et sur ceux qui y vivent, de maintenir l'ordre et de protéger contre les dangers extérieurs. Ils vivent dans des forteresses qui dominent le paysage, où chaque pierre raconte l'histoire de la force et de la vigilance. Leurs jours sont rythmés par des réunions, des conseils, des inspections et parfois des banquets silencieux, où le temps semble couler différemment, plus lourdement que dans les villages en contrebas. Sous les seigneurs vivent les chevaliers et les nobles. Leur vie est souvent perçue comme prestigieuse, remplie de cérémonies, d'armures brillantes et de tournois. Mais leur quotidien est également strictement codifié. Loyauté, service militaire, entraînement et obligation envers leur seigneur. Imaginez la lente cadence des sabots sur la terre battue, le cliquetis métallique des armures, le souffle régulier des chevaux et le murmure des serviteurs dans les couloirs des châteaux. Chaque geste, chaque parole est imprégnée d'une attention consciente à la hiérarchie et à la réputation. Puis viennent les paysans et les serfs, la majorité silencieuse du monde médiéval. Leur vie est plus proche de la terre et des saisons, mais elle est aussi pleine de contraintes et de dépendances. Les corvées sont nombreuses. Labourer, semer, récolter, entretenir les chemins et les bâtiments, payer les taxes aux seigneurs en nature ou en travail. Leur loyauté est essentielle, et chaque villageois connaît les limites de ce qu'il peut faire et de ce qu'il doit offrir. Mais dans cette vie de contraintes, il y a aussi des gestes de tendresse et de solidarité. Un voisin qui aide à réparer le toit, un enfant qui court dans les champs pour ramasser les légumes tombés, une mère qui veille sur les plus jeunes avec une patience infinie. Entre les villages et les châteaux, les artisans et marchands construisent un monde de mouvements subtils et constants. Dans les ruelles étroites des villes naissantes, les échoppes exhalent des odeurs de cuir, de bois, de métal chauffé et de pain frais. Les artisans martèlent doucement le fer, coupent le tissu, façonnent l'argile et sculptent le bois. Chaque bruit, chaque geste, est une symphonie discrète qui rythme la journée. Les marchands transportent lentement leurs marchandises, vendant des produits rares ou essentiels, et reliant les villages, les villes et les châteaux par des chemins qui semblent anciens et sûrs, mais toujours vivants. Dans ce monde hiérarchisé, chaque interaction est teintée de respect et d'obéissance. Les enfants apprennent très tôt où est leur place et comment se comporter avec ceux au-dessus et en dessous d'eux dans l'échelle sociale. La politesse, les gestes et les paroles mesurées sont essentiels. Imaginez un marché animé. Les paysans présentent leurs produits, les marchands échangent avec des clients, les enfants courent entre les étals, et au loin, un seigneur observe, silencieux mais attentif. Même dans cette simplicité, la hiérarchie est omniprésente, douce mais ferme, comme un filet invisible qui maintient le monde ensemble. La vie médiévale est donc un équilibre délicat entre travail, dépendance et solidarité. Chaque classe sociale a ses privilèges et ses contraintes. Les seigneurs vivent dans la sécurité et le confort relatif de leur château, mais portent le poids de la responsabilité et de la vigilance. Les paysans et les serfs sont proches de la terre, en contact constant avec la nature, mais soumis à des obligations exigeantes et souvent implacables. Les artisans et marchands tissent des liens subtils entre les villages et les villes, créant un réseau de communication, de commerce et de culture. La hiérarchie sociale, loin d'être seulement une structure rigide, devient ainsi un rythme de vie, une danse lente et constante où chacun connaît son rôle, où chaque jour suit un schéma qui combine travail, repos, obligations et loisirs. Et lorsque vous écoutez le souffle régulier de ce monde, le murmure des habitants, le froissement des vêtements, le claquement des sabots et le bruissement des feuilles dans les champs, vous comprenez que cette hiérarchie, bien qu'exigeante, apporte un certain ordre, une stabilité fragile mais rassurante. Même si ce système peut sembler strict ou contraignant, il permet à la vie de continuer. Les villageois trouvent de la sécurité dans la protection des seigneurs, les nobles trouvent leur sens dans le service et la loyauté, et les artisans et marchands trouvent leur place en reliant tous ces mondes. Tout fonctionne comme un rythme lent et répétitif, une mélodie subtile où chaque note compte et où chaque rôle est essentiel. Ainsi, en contemplant ce monde de hiérarchie et d'obligation, vous commencez à ressentir l'harmonie cachée de la société médiévale, où chaque personne, chaque geste, chaque souffle a sa place dans la vaste symphonie de la vie quotidienne. Vous pouvez presque sentir l'air chaud des cuisines des châteaux, le parfum du pain et de la terre, entendre le murmure des conversations mesurées et le froissement des tissus précieux. La vie est à la fois simple et complexe, rude et douce, exigeante mais profondément connectée à la terre et à ceux qui l'habitent.
Alors que nous continuons notre promenade lente et silencieuse à travers le Moyen Âge, laissez votre esprit se tourner vers la présence constante de la religion, qui enveloppe tous les aspects de la vie quotidienne. La foi est à la fois guide et compagnon silencieux, elle rythme les heures, inspire les gestes, façonne les pensées et les paroles. Elle est présente dans chaque village, chaque ville, chaque château, et elle est ressentie à la manière d'un souffle doux qui traverse les pierres, les champs et les corps des hommes et des femmes. Imaginez une matinée tranquille dans un village. Le ciel est teinté de rose et d'or, et le clocher de l'église émet son premier carillon, doux et résonnant, qui se mêle au chant des oiseaux et au murmure du vent. Les villageois, paysans ou artisans, prennent une pause dans leurs tâches pour écouter ce son. Il est à la fois un appel et une consolation, un rappel que le divin est proche, que chaque action peut trouver sa place dans un ordre plus vaste. Le parfum des cierges brûlés, de la cire et du bois se mêle à l'air frais du matin, et la lumière dorée qui traverse les vitraux colorés crée des éclats subtils qui dansent sur les visages attentifs. Les églises et chapelles, qu'elles soient modestes ou imposantes, sont des refuges. Leurs murs épais retiennent l'écho des prières et des chants, et le silence intérieur semble presque tangible, un voile doux qui enveloppe les âmes. Vous pouvez presque sentir la pierre sous vos doigts, froide mais rassurante, et entendre le souffle tranquille des fidèles, le froissement des habits lorsque quelqu'un s'agenouille ou se lève. Chaque geste, même discret, est une prière silencieuse, un moment de communion avec le monde invisible mais omniprésent. Les monastères, souvent situés à l'écart des villages, sont des centres de savoir et de contemplation. Là, les moines suivent des routines strictes, scandées par la liturgie des heures, le chant du matin, les lectures silencieuses, le travail manuel et la prière. Imaginez ces couloirs tranquilles, les pas feutrés sur la pierre, le parfum des parchemins, de l'encre et du bois ancien. Le rythme est régulier, presque hypnotique, une cadence qui apaise et en même temps impose une discipline subtile, façonnant le temps et l'esprit de ceux qui y vivent. La religion imprègne également les fêtes et les saisons. Noël, Pâques, la Toussaint, et d'autres moments du calendrier sont des repères dans le flux de la vie, apportant à la fois joie et réflexion. Les processions et rassemblements sont empreints d'une lenteur solennelle, d'un murmure collectif de voix et de pas, d'une lumière douce et tremblante de torchers et de cierges. Les enfants suivent ces événements avec curiosité et émerveillement, tandis que les adultes ressentent à la fois le poids des traditions et la consolation qu'elles offrent. Même dans la vie quotidienne, la religion guide les choix, les comportements et les interactions. Les bénédictions avant un repas, les prières avant de travailler ou de se coucher, les symboles sacrés accrochés au mur ou portés sur soi, tout rappelle que la vie est fragile et précieuse, et qu'une force invisible veille sur chacun. La peur du péché et de la damnation coexiste avec la promesse de rédemption et de grâce, créant un équilibre subtil entre vigilance et espoir. Mais la religion n'est pas seulement un refuge spirituel. Elle structure également le pouvoir et les relations sociales. Les seigneurs et les nobles participent aux cérémonies religieuses pour affirmer leur légitimité, tandis que les villageois trouvent dans la foi un soutien face aux épreuves, maladies, famines, conflits ou simples difficultés du quotidien. Les prêtres, curés et abbés deviennent des figures centrales de conseil, de guidance et de protection morale, présents dans chaque étape de la vie, du baptême au mariage, jusqu'aux derniers instants. En marchant doucement à travers ce monde empreint de spiritualité, vous pouvez presque ressentir l'harmonie subtile entre les hommes et le divin. Les prières murmurées, le chant des chœurs, le claquement discret des cierges, et le souffle régulier des villageois créent une atmosphère douce, enveloppante, presque hypnotique. Même dans un monde rude et exigeant, la foi offre un rythme calme et rassurant, un fil invisible qui relie chaque personne à la terre, aux autres et à l'invisible. Ainsi, la religion au Moyen Âge n'est pas seulement un ensemble de croyances, elle est un écho constant, un compagnon silencieux et omniprésent, une force douce qui structure les jours, les saisons et les vies. Elle apaise, elle guide, elle ordonne. Et en écoutant le souffle tranquille de ce monde ancien, en observant le mouvement lent des villageois et des moines, vous pouvez presque sentir cette présence subtile, enveloppante, qui accompagne chaque respiration, chaque pas, chaque instant. Alors que nous poursuivons notre promenade lente à travers le Moyen Âge, laissez-vous envelopper par la vie communautaire, ce tissu invisible mais essentiel qui lie les habitants des villages et des villes. Chaque geste, chaque rencontre, chaque échange est une note dans cette symphonie tranquille qui rythme la vie quotidienne. Le monde médiéval ne fonctionne pas en solitaire, il repose sur l'entraide, la coopération et les rituels partagés. Imaginez un matin dans un village.
Le soleil se lève doucement sur les toits de chaume et les chemins de terre, et déjà les habitants se préparent à la journée. Les femmes sortent pour puiser l'eau au puits, leur seau produisant un clapotis régulier, tandis que les hommes s'occupent des champs ou des animaux. Les enfants, encore fatigués, courent après les poules ou aident à traire les vaches. Chaque tâche semble simple, mais ensemble elles forment une chorégraphie subtile et coordonnée. Il n'existe pas de séparation nette entre travail et communauté. Tout est entrelacé, chaque action a un écho dans la vie de tous. Le marché, qui se tient 1 ou 2 fois par semaine selon les villages, est un moment clé de cette vie communautaire. Imaginez les senteurs mêlées, pain frais, fromage, herbes aromatiques, cuir et bois. Les marchands installent leurs étals avec soin, et le bruissement des tissus, le claquement des paniers et le murmure des conversations créent une mélodie douce et régulière. Les villageois se rencontrent, échangent nouvelles et conseils, parfois quelques rires ou des histoires qui se transmettent de génération en génération. Le marché n'est pas seulement un lieu de commerce, il est le cœur social du village, un espace où la vie collective se révèle dans toute sa simplicité et sa beauté tranquille. Les fêtes et rituels communautaires rythment également l'année. Les moissons, Noël, Pâques ou la fête du village sont des moments où le temps semble ralentir, où le quotidien s'efface pour laisser place à la célébration. Les danses autour du feu, les chants, les banquets partagés, et les préparatifs minutieux sont autant de gestes qui renforcent les liens et la solidarité. Vous pouvez presque entendre le son des tambours et des flûtes, le froissement des robes et des manteaux, et sentir la chaleur douce du feu qui éclaire les visages souriants des habitants. Ces instants de joie, bien que rares, sont précieux, et offrent une pause apaisante dans la dureté du quotidien. La vie communautaire ne se limite pas aux célébrations, elle est également présente dans l'entraide quotidienne. Si une maison a besoin d'être réparée, si un champ doit être labouré rapidement avant la pluie, ou si une famille fait face à une maladie, les voisins se rassemblent pour offrir leur soutien. Les gestes sont simples mais chargés de signification. Un panier de légumes, un seau d'eau, des mains pour porter une charge trop lourde. Ces moments de solidarité tissent un lien silencieux mais puissant entre chaque individu, un fil de confiance et de réciprocité qui permet à la communauté de survivre dans un monde souvent impitoyable. Les apprentissages et la transmission des savoirs font aussi partie intégrante de la vie communautaire. Les enfants apprennent très tôt à observer, à imiter, à participer aux tâches quotidiennes. Les artisans enseignent leurs techniques aux apprentis, souvent de manière silencieuse, par gestes répétés et conseils murmurés. Les récits des anciens, les histoires racontées près du feu le soir, deviennent des leçons de vie, des récits de courage, de prudence et d'ingéniosité. Chaque parole, chaque geste, est un fil qui relie le passé au présent, et prépare les jeunes générations à faire face aux défis de leur monde. Même les relations avec les seigneurs et les religieux sont teintées de cette vie communautaire. Les seigneurs participent aux foires, supervisent les travaux collectifs, ou offrent protection et conseils, tandis que le clergé enseigne et guide les villageois dans leur quotidien et leurs croyances. Chaque interaction, bien que marquée par la hiérarchie, contribue à l'harmonie fragile de la communauté. En contemplant cette vie collective, vous pouvez presque sentir le rythme doux et régulier des jours, le froissement des feuilles, le murmure des conversations, le clapotis de l'eau, le hennissement des chevaux, et le souffle des habitants qui s'affairent calmement à leurs tâches. Même dans un monde sans technologie moderne, sans confort contemporain, la communauté devient un refuge, une structure invisible mais solide qui soutient chacun de ses membres. Ainsi, la vie communautaire au Moyen Âge est à la fois exigeante et réconfortante. Elle impose des règles, des obligations et des routines, mais elle offre également des liens, une sécurité et un rythme apaisant. Elle est la trame sur laquelle chaque existence s'épanouit, fragile mais persistante, douce mais déterminée. En écoutant attentivement le souffle silencieux de ce monde ancien, en observant la coordination subtile des gestes et des voix, vous pouvez presque ressentir la force tranquille de ces communautés, qui malgré la rudesse de la vie, trouvent la manière de survivre et de s'épanouir ensemble. Alors que nous continuons notre promenade calme à travers le Moyen Âge, il devient impossible de ne pas percevoir la dureté de la vie quotidienne. Chaque jour est un équilibre précaire entre la survie et l'épuisement, et la moindre erreur peut avoir des conséquences graves. L'air est chargé de senteurs de bois, de fumée, de terre et de bétail, et chaque souffle rappelle la fragilité de l'existence. Commencez par imaginer l'habitat lui-même. Les maisons sont souvent de simples structures de bois et de torchis, avec des toits de chaume. Le vent s'infiltre à travers les fissures, et la chaleur du foyer peine à réchauffer l'espace en hiver. Le sol est parfois en terre battue,
humide après la pluie, et les odeurs d'animaux, de fumier et de cuisine se mélangent en un parfum âcre mais familier. Le mobilier est minimal, un banc, une table, quelques coffres, et peut-être un lit en paille recouvert d'une couverture grossière. Dans ce cadre, le confort moderne est inconnu, et le sommeil lui-même peut être interrompu par le froid, les insectes ou les bruits de la nuit. La nourriture est un autre défi quotidien. Les paysans dépendent des récoltes saisonnières et des animaux domestiques. Une mauvaise année peut signifier la famine. Les repas sont simples, bouillis, pain grossier, quelques légumes, parfois du fromage ou de la viande, mais rarement tous les jours. Imaginez le goût terreux des aliments, la texture granuleuse du pain, le parfum âcre des légumes cuits dans un grand chaudron de fer. La sécurité alimentaire est fragile, et chaque repas est une petite victoire contre la faim et l'épuisement. La maladie est omniprésente et terriblement inquiétante. Les infections, les fièvres et les blessures peuvent rapidement devenir mortelles en l'absence de soins modernes. Les remèdes sont limités à des herbes, des prières, et parfois des interventions rudimentaires. L'angoisse est constante, chaque toux, chaque fièvre, chaque douleur peut être le signe d'un danger invisible. Le corps humain est fragile face à ce monde, et la moindre blessure peut mettre des semaines, voire des mois, à guérir, souvent avec des complications graves. Les conditions de travail sont également épuisantes et dangereuses. Les paysans passent de longues heures dans les champs, sous le soleil, la pluie ou le froid, labourant, semant, récoltant. Le sol est dur et le travail physique intense. Les artisans dans les villages ou les villes travaillent de manière répétitive et parfois dangereuse. Forgerons, charpentiers, tisserands, chacun confronté à des outils rudimentaires et à un risque permanent de blessure. Même les tâches les plus simples demandent force, patience et endurance. La violence et les conflits sont également omniprésents. Les guerres, les raids, les disputes entre seigneurs ou villages voisins peuvent éclater à tout moment. Les villageois vivent avec la crainte constante de devoir défendre leurs biens ou leur vie. La justice est souvent brutale et immédiate, et la protection n'est jamais garantie. Chaque voyage hors du village, chaque rencontre avec des étrangers, comporte un risque. Le climat et l'environnement ajoutent une couche supplémentaire de défis. Les hivers sont rigoureux, les étés parfois torrides, et les tempêtes peuvent détruire les récoltes ou les habitations. Les inondations, les sécheresses et les famines frappent sans avertissement. Les villageois apprennent à observer la nature avec attention, à anticiper ses caprices, mais le hasard et la malchance restent des forces puissantes et souvent inévitables. Enfin, la hiérarchie sociale stricte impose ses propres contraintes. Les paysans et serfs doivent respecter les règles des seigneurs et du clergé. Chaque désobéissance peut entraîner des sanctions sévères, et le droit de propriété, limité et fragile, est toujours soumis aux caprices des puissants. La liberté personnelle est rare, et la vie quotidienne est régie par un mélange de devoirs, de traditions et de nécessités. En fermant les yeux et en respirant lentement, vous pouvez presque sentir le poids de ce monde ancien. Le froid qui mord la peau, l'épuisement après une longue journée, le parfum du pain qui cuit, le bruissement des feuilles dans le vent, le murmure des voisins et le souffle des animaux. Chaque sensation rappelle que la survie n'est jamais acquise. Pourtant, malgré cette dureté, il existe une beauté subtile. La solidarité, la foi, la résilience et la communauté. Ces forces silencieuses permettent à l'homme médiéval de continuer, jour après jour, dans un monde rude mais riche en expériences humaines profondes. Ainsi, comprendre ces difficultés concrètes de la vie quotidienne permet de saisir pourquoi, malgré notre imagination romantique du Moyen Âge, survivre dans ce monde aurait été un défi presque insurmontable pour nous aujourd'hui. Le rythme de la vie est lent, parfois monotone, souvent dangereux, mais profondément humain. Et en écoutant ce souffle tranquille de la vie médiévale, vous pouvez presque ressentir cette tension entre fragilité et endurance, entre précarité et solidarité, qui définissait chaque instant de ce monde ancien. Un habitat et logement, prolongé. Dans les villages médiévaux, chaque maison est un microcosme de la vie quotidienne. Imaginez la lumière douce du matin qui filtre à travers les petites fenêtres, laissant apparaître la poussière dans les rayons du soleil. Les murs, faits de bois ou de torchis, tremblent légèrement sous la brise, et le toit de chaume émet un parfum légèrement terreux, mélangé à celui de la fumée du foyer. Le sol est dur et froid, et parfois recouvert de paillasses ou de tapis faits maison. Le mobilier est spartiate mais fonctionnel. Un banc pour s'asseoir, une table pour manger ou travailler, un coffre pour garder les quelques biens précieux. Les lits sont des paillasses ou des coffres recouverts de couvertures grossières,
souvent partagé par toute la famille. L'intimité est rare, et chaque geste de la vie quotidienne se déroule dans un espace partagé. La nuit, les bruits des animaux, les craquements du bois et les murmures des voisins se mêlent, créant une ambiance à la fois rassurante et inquiétante. Les maisons de pierre, réservées aux plus riches ou aux seigneurs, offrent une protection plus solide contre le froid et les intrus, mais restent dépourvues de confort moderne. Les cheminées permettent de chauffer partiellement les pièces, mais la fumée s'accumule parfois à l'intérieur, irritant les yeux et la gorge. 2. Alimentation, prolongée. La nourriture est souvent monotone, mais chaque repas est une bataille contre les saisons et la nature. Les céréales dominent l'alimentation, pain, bouilli d'avoine ou d'orge, parfois enrichi d'herbes sauvages ou de lait. Les légumes racines, les légumineuses et les fruits de saison complètent le régime. Les repas sont simples, souvent pris en silence, autour d'une table familiale ou d'un coin de foyer. La viande est rare et précieuse, souvent consommée seulement lors des fêtes religieuses ou des occasions spéciales. Les volailles, cochons et quelques chèvres fournissent de la viande et du lait, mais la chasse et la pêche restent des activités réservées aux hommes, avec un effort considérable pour obtenir un maigre butin. Les épices et le sel sont des luxes réservés aux classes aisées. Le goût des plats médiévaux est donc souvent terreux, amer ou fade, mais chaque bouchée nourrit le corps et assure la survie. Les périodes de famine sont redoutées. Un hiver rigoureux ou une récolte manquée peut entraîner des semaines de disette, accentuant l'inquiétude et la tension dans le village. 3. Hygiène et santé, prolongée. L'hygiène est sommaire. Les bains sont rares et souvent limités à un simple rinçage à l'eau froide ou à la rivière. Les vêtements sont portés longtemps, lavés rarement, et le linge est souvent rudimentaire. Les poux, puces et autres parasites font partie de la vie quotidienne, provoquant démangeaisons et inconfort permanents. La médecine médiévale repose sur l'observation de symptômes, l'usage d'herbes et de décoctions, et la foi. Les épidémies frappent durement, la peste noire, la dysenterie et d'autres maladies infectieuses déciment les villages. La mortalité infantile est extrêmement élevée, et chaque naissance est un mélange d'espoir et de crainte. Les blessures simples peuvent devenir dangereuses, car les infections sont fréquentes et les traitements rudimentaires. Chaque souffle d'air, chaque goutte d'eau, chaque aliment peut représenter un danger. La peur de la maladie est constante, et la vigilance est essentielle pour survivre dans un monde où la médecine est encore balbutiante. 4. Travail, prolongé. Le travail rythme la vie médiévale. Les paysans se lèvent à l'aube pour affronter les champs. Labourer la terre, semer les graines, récolter les fruits du sol demande une force et une endurance ininterrompues. Chaque saison impose son lot de tâches. Le printemps pour semer, l'été pour entretenir, l'automne pour récolter, et l'hiver pour réparer et préparer les outils. Le corps subit les rigueurs du climat et l'intensité du travail physique, et le repos est limité. Les artisans dans les villages ou les villes travaillent dans des ateliers souvent sombres, enfumés et bruyants. Le forgeron martèle le fer rouge, le menuisier scie et ajuste le bois, le tisserand manipule les fils et les métiers à tisser avec précision. Chaque geste peut provoquer des accidents graves, et la sécurité est quasi inexistante. Même les tâches domestiques sont exigeantes. Puiser l'eau, moudre le grain, traire les vaches, préparer les repas, entretenir les vêtements. Tout est un effort constant, où chaque action contribue directement à la survie de la famille et du village. Maladie et médecine au Moyen Âge. Imaginez le silence d'un village médiéval, interrompu par des toux, des cris étouffés, le bruit d'animaux affolés. La santé, au Moyen Âge, est fragile et précaire. Les maladies circulent facilement dans des villages denses, où l'hygiène est rudimentaire et l'eau souvent contaminée. Les infections se propagent rapidement, et chaque habitant vit avec une conscience diffuse de sa propre vulnérabilité. Parmi les maladies les plus redoutées figure la peste noire, qui, au XIe siècle, a balayé une grande partie de l'Europe. Les symptômes apparaissent soudainement, fièvre, bubons douloureux, vomissements, et souvent la mort en quelques jours. Les villages sont frappés sans distinction, et les familles entières peuvent disparaître, laissant derrière elles des maisons vides et des champs abandonnés. La peur de la contagion est constante, et les survivants doivent se battre pour continuer à vivre dans un monde où la maladie frappe sans avertissement. La variole est une autre menace. Elle provoque fièvre, pustules et douleurs intenses, laissant parfois des cicatrices visibles sur le visage et les mains. Les enfants et les adultes sont vulnérables, et l'immunité naturelle est rare. La tuberculose, quant à elle, affaiblit lentement les corps, provoquant une fatigue constante, des toux persistantes et une espérance de vie réduite.
Les petites infections, qui aujourd'hui sont souvent bénignes, peuvent alors devenir mortelles, faute de traitements efficaces. La médecine médiévale est rudimentaire. Les remèdes reposent sur des herbes locales, des décoctions, parfois des talismans ou des prières. Les saignées sont pratiquées pour rééquilibrer les humeurs, selon les croyances de l'époque, et peuvent affaiblir davantage le patient. Chaque blessure, même minime, est un risque, une coupure non désinfectée peut provoquer une infection mortelle. Les chirurgiens sont rares, et leurs connaissances limitées par les outils et la science de l'époque. Les pratiques médicinales sont souvent liées à la religion et aux superstitions. On invoque des saints, on récite des prières, on utilise des amulettes protectrices. La foi offre un réconfort psychologique, mais elle ne garantit pas la guérison. Les herbes médicinales, camomille, sauge, millepertuis apportent parfois un soulagement, mais elles sont loin de remplacer les traitements modernes. La conséquence de ce système de santé rudimentaire est une espérance de vie faible, souvent autour de 30 à 40 ans, parfois moins pour ceux vivant dans des zones rurales ou touchés par les épidémies. Les enfants sont particulièrement vulnérables, beaucoup ne survivent pas à la petite enfance. Les adultes doivent continuellement faire face à des blessures ou maladies qui, aujourd'hui, paraîtraient bénignes, mais qui à l'époque pouvaient être fatales. Chaque respiration, chaque repas, chaque pas dans le village implique une vigilance constante. La vie est fragile, suspendue à la fois à la chance, à la prudence et aux soins limités disponibles. La mort peut frapper à tout moment, silencieusement ou brutalement, rappelant la précarité constante de l'existence. Ainsi, la maladie et la médecine médiévale sont des témoins d'un temps où survivre relevait souvent de l'endurance, de la prudence et de la résilience quotidienne. Les habitants, malgré la dureté de leur monde, trouvent dans les rituels, la foi et la communauté des forces pour continuer à avancer, jour après jour, dans un équilibre fragile entre vie et mort. Maladie et médecine au Moyen Âge, version prolongée. Imaginez un village médiéval enveloppé dans la brume matinale. Le son des cloches rythme la journée, mais au fond, un danger invisible plane, la maladie. Dans ces villages, chaque goutte d'eau, chaque contact humain, chaque repas peut être porteur de mort. Les habitants vivent dans une tension constante, une conscience diffuse que la santé est fragile, que le corps peut céder à tout moment. La peste noire, sans doute la plus redoutée, frappe soudainement et avec violence. Les premiers symptômes sont des frissons et une fièvre intense, suivis de bubons noirs et douloureux. La maladie se propage rapidement, souvent par les puces des rats qui grouillent dans les maisons. Les villages entiers se vident, les champs sont abandonnés, et les vivants doivent affronter la peur constante de la contagion. Les enterrements deviennent frénétiques, souvent sans rite complet, et la mort touche indistinctement riches et pauvres. La variole, elle, s'installe lentement mais sûrement. Les pustules couvrent la peau, provoquent fièvre et douleur, et souvent des cicatrices permanentes. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Chaque naissance est un mélange d'espoir et de crainte, car la survie n'est jamais assurée. La tuberculose, maladie chronique, affaiblit le corps sur de longues périodes. Elle provoque toux persistante, fatigue, fièvre et perte de poids. Les habitants observent la progression de la maladie, parfois impuissants, car aucun traitement efficace n'existe. Les infections courantes, comme les abcès, plaies et blessures, sont souvent fatales. Le moindre coup de couteau ou piqûre peut entraîner une septicémie, faute d'antibiotiques. Même les maladies digestives, diarrhée ou dysenterie, peuvent emporter rapidement les plus faibles. Pratiques médicales et remèdes populaires. La médecine médiévale repose sur des connaissances rudimentaires, des croyances ancestrales et un lien étroit avec la religion. Les saignées sont fréquentes, censées équilibrer les humeurs selon la théorie des 4 éléments. Parfois, elles affaiblissent davantage le patient, mais elles sont pratiquées avec conviction et respect des traditions. Les herbes médicinales, cueillies dans les forêts ou les jardins, sont utilisées dans les potions et décoctions. La camomille pour la fièvre, la sauge pour les maux de gorge, le millepertuis pour apaiser les blessures. Certains remèdes sont basés sur l'observation attentive de la nature, d'autres sur des superstitions anciennes. Les succès sont rares, mais chaque guérison est un miracle célébré dans le village. La religion occupe une place centrale dans le soin. On invoque les saints, on récite des prières, on utilise des amulettes protectrices. Les prêtres et moines peuvent prodiguer des soins, bénir les malades ou préparer des élixirs simples. Ces pratiques offrent un réconfort psychologique, un sentiment de contrôle dans un monde où le corps humain semble si fragile et impuissant. Conséquences psychologiques et sociales.
La peur de la maladie façonne la vie quotidienne. Chaque toux, chaque fièvre, chaque meurtrissure devient source d'inquiétude. Les villageois développent des stratégies pour limiter le risque. Éloignement des malades, hygiène minimale des mains, prière collective. La mort est omniprésente et imprévisible. Les enfants grandissent en côtoyant des cercueils et des rites funéraires, et l'adulte apprend à vivre avec cette menace constante. La société s'adapte, les liens communautaires deviennent vitaux. Ceux qui survivent aux épidémies se rassemblent pour reconstruire le village, cultiver les champs, soutenir les familles frappées par la perte. La médecine médiévale, bien que limitée, est intégrée dans un tissu social et religieux qui assure une forme de résilience collective. Espérance de vie et survie. En raison de la rudesse de la médecine et de la propagation rapide des maladies, l'espérance de vie est faible. La plupart des habitants ne dépassent pas 35 à 40 ans, et chaque naissance est incertaine. Les blessures, les maladies et la malnutrition sont des ennemis constants. La survie demande endurance physique, prudence, foi et parfois un peu de chance. Chaque respiration, chaque repas, chaque contact humain devient un défi silencieux. La vie médiévale est donc une lutte lente mais constante contre l'adversité. Les habitants vivent au rythme des saisons, des épidémies et des rituels de soins. Malgré les dangers omniprésents, ils trouvent dans la communauté, la foi et les traditions des forces pour continuer, jour après jour, dans un équilibre fragile entre vie et mort. Maladie et médecine au Moyen-Âge, version immersive longue. Imaginez un village médiéval au petit matin. La brume flotte au-dessus des champs, et le chant lointain des coqs réveille les habitants. Mais ce tableau bucolique cache un danger invisible, la maladie rôde partout. L'eau des puits peut être contaminée, les rues sont boueuses, et les maisons, souvent en bois ou en torchis, sont peu ventilées. Chaque habitant sait que la moindre toux, le moindre mal de tête, peut annoncer un mal grave. Épidémie majeure. La peste noire du Xe siècle reste l'épidémie la plus effrayante. Elle frappe sans prévenir, des bubons apparaissent sous les aisselles ou à l'aine, accompagnés de fièvre et de douleurs intenses. Les villages sont rapidement décimés, et les survivants sont confrontés à des scènes de désolation. Maisons vides, champs abandonnés, cimetières débordés. Les enterrements se font à la hâte, souvent sans rite religieux complet. La peur devient un compagnon constant, et certains villageois refusent même de toucher leurs proches malades, par crainte de contagion. La variole provoque des pustules et des cicatrices permanentes, et frappe surtout les enfants. Chaque naissance est une épreuve, la mère et l'enfant peuvent succomber avant d'atteindre la première année. La tuberculose, maladie chronique, affaiblit progressivement les corps. La fatigue, la toux persistante et la fièvre deviennent le quotidien des malades, incapables de travailler ou de se nourrir correctement. Les petites infections, blessures ou abcès, peuvent elles aussi être fatales. Une simple coupure sur le champ peut s'infecter et entraîner une septicémie. Même les maladies digestives, diarrhée ou dysenterie, peuvent emporter rapidement les plus faibles. Pratiques médicales et remèdes populaires. La médecine médiévale est un mélange de rudiments scientifiques et de croyances anciennes. Les saignées sont fréquentes, censées équilibrer les humeurs selon la théorie des 4 éléments. Elles affaiblissent parfois le patient, mais sont pratiquées avec sérieux et conviction. Les herbes médicinales jouent un rôle central. La camomille pour la fièvre, la sauge pour les maux de gorge, le millepertuis pour apaiser les blessures. Certaines décoctions sont préparées dans l'urgence par des guérisseurs ou des femmes du village. La réussite est rare, mais chaque guérison est vécue comme un miracle. La religion est intimement liée aux soins. Les prières et bénédictions sont des remèdes psychologiques autant que physiques. Les amulettes et talismans, souvent bénis par un prêtre, sont portés pour éloigner le mal. Dans certains villages, des processions sont organisées pour apaiser les épidémies, mêlant foi, peur et espoir. Parfois, des pratiques médicales étranges apparaissent, l'application de sang de chèvre pour cicatriser une plaie, l'usage de crapauds séchés pour apaiser certaines fièvres, ou encore des incantations accompagnant des saignées. Ces méthodes, bien que parfois absurdes selon nos standards modernes, sont le fruit d'observations empiriques, de traditions et de superstitions. Anecdotes et portraits de patients. Dans un petit village des Ardennes, une famille entière est frappée par la peste noire. Le père tombe le premier, suivi de la mère, tandis que les enfants sont confinés dans une grange isolée, nourris à peine par le voisinage. Un jeune garçon, seul survivant, erre dans les champs pendant des jours, craignant le moindre contact. Cette histoire illustre la fragilité de la vie médiévale,
Une maladie pouvait effacer des générations en quelques semaines. Dans un autre village, une jeune femme souffre de tuberculose. Elle tousse sans cesse, s'affaiblit, et ses voisins viennent lui apporter des tisanes et des prières. Chaque jour est un combat, non seulement contre la maladie, mais aussi contre la faim et le froid, car le travail des champs ne peut attendre. Même les blessures bénignes deviennent critiques. Un chevalier qui se blesse lors d'un tournoi ou d'une chasse doit compter sur un chirurgien médiéval et ses outils rudimentaires. Les infections post-traumatiques sont fréquentes et souvent fatales, car la connaissance de l'asepsie n'existe pas encore. Conséquences psychologiques et sociales. La peur de la maladie façonne la vie quotidienne. Les habitants développent des stratégies pour limiter le risque, éviter les malades, prier, porter amulettes et talismans. La mort est omniprésente et imprévisible. Les enfants grandissent en côtoyant des cercueils et des rites funéraires. Les adultes apprennent à vivre avec cette menace constante. Les épidémies renforcent aussi les liens communautaires. Ceux qui survivent s'organisent pour reconstruire le village, cultiver les champs, soutenir les familles frappées par la perte. La médecine médiévale, bien que limitée, devient un élément central de cette résilience collective. Espérance de vie et survie. En raison de la rudesse des traitements et de la propagation rapide des maladies, l'espérance de vie reste faible. La majorité des habitants ne dépasse pas 35 à 40 ans, et chaque naissance est incertaine. Les blessures, maladies et malnutrition sont des ennemis constants. La survie demande endurance physique, prudence, foi et un peu de chance. Chaque respiration, chaque repas, chaque contact humain devient un défi silencieux. La vie médiévale est une lutte lente mais constante contre l'adversité. Les habitants vivent au rythme des saisons, des épidémies et des rituels de soins. Malgré les dangers omniprésents, ils trouvent dans la communauté, la foi et les traditions la force de continuer, jour après jour, dans un équilibre fragile entre vie et mort. Travail et vie quotidienne au Moyen Âge. Imaginez un village médiéval au lever du jour. La lumière pâle du matin traverse les nuages, et le chant des coqs résonne entre les maisons en bois et en pierre. L'air est frais, chargé des odeurs de bois brûlé et de fumier. La vie commence tôt, chaque journée est rythmée par le soleil, le travail et le besoin constant de survivre. Les habitations et le logement. Les maisons médiévales sont simples. La majorité des paysans vivent dans des constructions en bois ou en torchis, avec un toit de chaume. Les pièces sont basses et souvent uniques, où toute la famille dort, mange et travaille. Le chauffage se limite à une cheminée centrale ou un foyer ouvert, et le confort moderne est inconnu. Le mobilier est spartiate, quelques bancs, un lit de paille, des coffres pour stocker les maigres biens. L'insalubrité est omniprésente. Les insectes, les rats et les odeurs se mêlent à la fumée du feu. Les villageois font de leur mieux, mais la promiscuité favorise les maladies et rend la vie quotidienne éprouvante. Même dans les villages fortifiés, où les maisons sont en pierre, la vie reste rude et les nuits longues et froides. Alimentation et régime quotidien. La nourriture est simple, répétitive et souvent insuffisante. Les paysans dépendent de ce qu'ils cultivent, céréales, légumes racines, quelques fruits selon la saison, et parfois un peu de lait ou d'œufs. La viande est rare et précieuse, réservée aux occasions ou aux seigneurs. Le pain est la base de l'alimentation, souvent noir et dense, accompagné de bouillie ou de soupe. Les épices sont rares et coûteuses, donc peu utilisées. Les famines sont fréquentes, dues aux mauvaises récoltes, aux maladies des plantes ou aux conflits. La peur de manquer de nourriture pèse sur chaque villageois, et les enfants grandissent en connaissant la faim et la privation. Les repas sont pris rapidement, souvent froids, et les outils sont rudimentaires, une cuillère en bois ou en os, et parfois un couteau. La cuisine est un mélange de nécessité et d'adaptation à la pénurie. Même les riches ne disposent pas de ce que nous considérons aujourd'hui comme des standards alimentaires. La conservation des aliments est limitée, et chaque repas doit être consommé rapidement. Hygiène et santé quotidienne. L'hygiène personnelle est rudimentaire. Les bains sont rares et se font généralement en hiver autour d'une petite chaudière d'eau chauffée. Les vêtements, portés longtemps, sont rarement lavés, et la puanteur fait partie du quotidien. Les toilettes sont simples, des fosses ou des pots utilisés dans les maisons, souvent à proximité de la cuisine, ce qui favorise la propagation des maladies. La mortalité infantile est élevée. Beaucoup d'enfants ne survivent pas à leurs premières années à cause de maladies, malnutrition ou conditions insalubres. Les adultes sont également fragiles, et chaque blessure ou infection peut s'avérer fatale.
La vie est donc marquée par une constante vigilance et une adaptation aux risques quotidiens. Travail agricole et rural. Le travail est ardu et commence dès l'aube. Les paysans cultivent les champs, labourent avec des charrues tirées par des bœufs, sèment, récoltent et stockent les grains. Les outils sont simples, houes, faucilles, bêches. Les tâches sont dictées par les saisons, labour au printemps, semaille au début de l'été, récolte à la fin de l'été. Le rythme est strict, et la survie du village dépend de la rigueur et de l'endurance de chaque habitant. Les femmes participent activement aux travaux agricoles, mais aussi à la préparation des repas, à l'entretien du foyer et à l'éducation des enfants. Leur journée est longue, mêlant effort physique et responsabilité domestique. Les hommes et les femmes doivent travailler ensemble pour assurer la subsistance du village, et la solidarité devient essentielle. La religion est intimement liée aux soins. Les prières et bénédictions sont des remèdes psychologiques autant que physiques. Les amulettes et talismans, souvent bénis par un prêtre, sont portés pour éloigner le mal. Dans certains villages, des processions sont organisées pour apaiser les épidémies, mêlant foi, peur et espoir. Parfois, des pratiques médicales étranges apparaissent, l'application de sang de chèvre pour cicatriser une plaie, l'usage de crapauds séchés pour apaiser certaines fièvres, ou encore des incantations accompagnant des saignées. Ces méthodes, bien que parfois absurdes selon nos standards modernes, sont le fruit d'observations empiriques, de traditions et de superstitions. Anecdotes et portraits de patients. Dans un petit village des Ardennes, une famille entière est frappée par la peste noire. Le père tombe le premier, suivi de la mère, tandis que les enfants sont confinés dans une grange isolée, nourris à peine par le voisinage. Un jeune garçon, seul survivant, erre dans les champs pendant des jours, craignant le moindre contact. Cette histoire illustre la fragilité de la vie médiévale, une maladie pouvait effacer des générations en quelques semaines. Dans un autre village, une jeune femme souffre de tuberculose. Elle tousse sans cesse, s'affaiblit, et ses voisins viennent lui apporter des tisanes et des prières. Chaque jour est un combat, non seulement contre la maladie, mais aussi contre la faim et le froid, car le travail des champs ne peut attendre. Même les blessures bénignes deviennent critiques. Un chevalier qui se blesse lors d'un tournoi ou d'une chasse doit compter sur un chirurgien médiéval et ses outils rudimentaires. Les infections post-traumatiques sont fréquentes et souvent fatales, car la connaissance de l'asepsie n'existe pas encore. Conséquences psychologiques et sociales. La peur de la maladie façonne la vie quotidienne. Les habitants développent des stratégies pour limiter le risque, éviter les malades, prier, porter amulettes et talismans. La mort est omniprésente et imprévisible. Les enfants grandissent en côtoyant des cercueils et des rites funéraires. Les adultes apprennent à vivre avec cette menace constante. Les épidémies renforcent aussi les liens communautaires. Ceux qui survivent s'organisent pour reconstruire le village, cultiver les champs, soutenir les familles frappées par la perte. La médecine médiévale, bien que limitée, devient un élément central de cette résilience collective. Espérance de vie et survie. En raison de la rudesse des traitements et de la propagation rapide des maladies, l'espérance de vie reste faible. La majorité des habitants ne dépasse pas 35 à 40 ans, et chaque naissance est incertaine. Les blessures, maladies et malnutrition sont des ennemis constants. La survie demande endurance physique, prudence, foi et un peu de chance. Chaque respiration, chaque repas, chaque contact humain devient un défi silencieux. La vie médiévale est une lutte lente mais constante contre l'adversité. Les habitants vivent au rythme des saisons, des épidémies et des rituels de soins. Malgré les dangers omniprésents, ils trouvent dans la communauté, la foi et les traditions la force de continuer, jour après jour, dans un équilibre fragile entre vie et mort. Travail et vie quotidienne au Moyen Âge. Imaginez un village médiéval au lever du jour. La lumière pâle du matin traverse les nuages, et le chant des coqs résonne entre les maisons en bois et en pierre. L'air est frais, chargé des odeurs de bois brûlé et de fumier. La vie commence tôt, chaque journée est rythmée par le soleil, le travail et le besoin constant de survivre. Les habitations et le logement. Les maisons médiévales sont simples. La majorité des paysans vivent dans des constructions en bois ou en torchis, avec un toit de chaume. Les pièces sont basses et souvent uniques, où toute la famille dort, mange et travaille. Le chauffage se limite à une cheminée centrale ou un foyer ouvert, et le confort moderne est inconnu. Le mobilier est spartiate, quelques bancs, un lit de paille, des coffres pour stocker les maigres biens. L'insalubrité est omniprésente. Les insectes,
les rats et les odeurs se mêlent à la fumée du feu. Les villageois font de leur mieux, mais la promiscuité favorise les maladies et rend la vie quotidienne éprouvante. Même dans les villages fortifiés, où les maisons sont en pierre, la vie reste rude et les nuits longues et froides. Alimentation et régime quotidien. La nourriture est simple, répétitive et souvent insuffisante. Les paysans dépendent de ce qu'ils cultivent, céréales, légumes racines, quelques fruits selon la saison, et parfois un peu de lait ou d'œufs. La viande est rare et précieuse, réservée aux occasions ou aux seigneurs. Le pain est la base de l'alimentation, souvent noir et dense, accompagné de bouillie ou de soupe. Les épices sont rares et coûteuses, donc peu utilisées. Les famines sont fréquentes, dues aux mauvaises récoltes, aux maladies des plantes ou aux conflits. La peur de manquer de nourriture pèse sur chaque villageois, et les enfants grandissent en connaissant la faim et la privation. Les repas sont pris rapidement, souvent froids, et les outils sont rudimentaires, une cuillère en bois ou en os, et parfois un couteau. La cuisine est un mélange de nécessité et d'adaptation à la pénurie. Même les riches ne disposent pas de ce que nous considérons aujourd'hui comme des standards alimentaires. La conservation des aliments est limitée, et chaque repas doit être consommé rapidement. Hygiène et santé quotidienne. L'hygiène personnelle est rudimentaire. Les bains sont rares et se font généralement en hiver autour d'une petite chaudière d'eau chauffée. Les vêtements, portés longtemps, sont rarement lavés, et la puanteur fait partie du quotidien. Les toilettes sont simples, des fosses ou des pots utilisés dans les maisons, souvent à proximité de la cuisine, ce qui favorise la propagation des maladies. La mortalité infantile est élevée. Beaucoup d'enfants ne survivent pas à leurs premières années à cause de maladies, malnutrition ou conditions insalubres. Les adultes sont également fragiles, et chaque blessure ou infection peut s'avérer fatale. La vie est donc marquée par une constante vigilance et une adaptation aux risques quotidiens. Travail agricole et rural. Le travail est ardu et commence dès l'aube. Les paysans cultivent les champs, labourent avec des charrues tirées par des bœufs, sèment, récoltent et stockent les grains. Les outils sont simples, houes, faucilles, bêches. Les tâches sont dictées par les saisons, labour au printemps, semaille au début de l'été, récolte à la fin de l'été. Le rythme est strict, et la survie du village dépend de la rigueur et de l'endurance de chaque habitant. Les femmes participent activement aux travaux agricoles, mais aussi à la préparation des repas, à l'entretien du foyer et à l'éducation des enfants. Leur journée est longue, mêlant effort physique et responsabilité domestique. Les hommes et les femmes doivent travailler ensemble pour assurer la subsistance du village, et la solidarité devient essentielle. Artisans et métiers spécialisés. Outre l'agriculture, de nombreux villageois exercent des métiers spécifiques: forgerons, charpentiers, potiers, tisserands. Ces artisans travaillent avec des outils rudimentaires, mais leur savoir-faire est crucial pour la vie quotidienne. Le forgeron fabrique des outils agricoles, des fers à cheval, et parfois des armes. Le potier produit des récipients pour stocker l'eau et les aliments. Le tisserand fabrique des vêtements pour la communauté. Le travail artisanal est également rythmé par le temps et la saison. Les villageois doivent adapter leur production aux besoins immédiats et aux événements religieux ou seigneuriaux. Les fêtes et marchés offrent des occasions de vendre, échanger et partager des ressources. Hiérarchie sociale et obligations. Chaque village vit sous l'autorité d'un seigneur, qui possède la terre et impose des taxes. Les paysans doivent une partie de leur récolte en redevance et assurer des corvées. Les obligations envers le seigneur sont strictes, et le non-respect peut entraîner des sanctions sévères. La religion régule également la vie quotidienne. Les fêtes religieuses ponctuent l'année et offrent des moments de répit, mais elles rappellent aussi les devoirs et la soumission à des normes spirituelles. La foi est un repère dans un monde incertain, un moyen de donner un sens aux épreuves quotidiennes et aux dangers permanents. Vie communautaire et survie collective. La survie au Moyen Âge dépend de la coopération. Chaque famille contribue à l'entretien du village, à la protection contre les agressions et à la solidarité en cas de maladie ou de famine. Les fêtes, mariages, baptêmes et processions religieuses renforcent les liens sociaux et offrent des moments de répit dans la dureté du quotidien. Malgré les conditions difficiles, les villageois développent des stratégies d'adaptation. Ils partagent le travail, échangent savoir-faire et ressources, et utilisent l'expérience des anciens pour affronter les crises. Chaque jour est une épreuve, mais aussi une démonstration de résilience et d'ingéniosité. Religion et croyance au Moyen Âge. Imaginez le soleil couchant derrière les collines médiévales. Les cloches de l'église sonnent doucement,
répercutant leur écho à travers le village. La fumée des foyers se mêle à l'air frais, tandis que les villageois terminent leurs travaux, épuisés mais encore attentifs à leur foi. Dans ce monde, la religion n'est pas simplement une question de croyance, elle est le fil conducteur de la vie quotidienne, la boussole qui guide chaque geste, chaque décision, chaque respiration. L'omniprésence de la religion. Chaque village, chaque ville, chaque maison est imprégnée de symboles religieux. Les croix sont fixées aux portes, les statues de saints ornent les places publiques, et les icônes bénissent les intérieurs. Les prières rythment la journée, au lever, au coucher, avant les repas, et dans les moments de danger. La foi n'est pas seulement un refuge spirituel, elle est une nécessité pratique. Elle apporte un sens à la souffrance, au malheur et à la mort, omniprésent dans la vie médiévale. Les prêtres et moines jouent un rôle central. Ils enseignent, guérissent par la prière, offrent des conseils et accompagnent les rites de passage, baptême, mariage, funérailles. Ils sont souvent les seuls à savoir lire et écrire, et leur savoir constitue un trésor pour la communauté. Croyance et superstition. La frontière entre religion et superstition est fine. Les villageois croient aux saints et aux miracles, mais aussi aux esprits, aux mauvais sorts et aux créatures légendaires. Chaque événement naturel, une tempête, une mauvaise récolte, une maladie, est interprété comme un signe divin ou comme une punition pour un péché. Les amulettes, talismans et rites protecteurs abondent. On place parfois du sel ou des herbes aux portes pour éloigner le mal, on récite des prières pour protéger les enfants, et on observe des jours saints avec une attention scrupuleuse. La peur et la foi se mêlent, créant un monde où chaque geste peut avoir des conséquences invisibles mais terribles. Fêtes religieuses et rituels. L'année médiévale est ponctuée de fêtes religieuses qui rythment le travail et la vie sociale. Noël, Pâques, la Toussaint ou les saints locaux offrent des moments de repos et de célébration, mais aussi des rappels constants des obligations spirituelles. Les processions et pèlerinages rassemblent les villageois, renforçant les liens sociaux et la solidarité. Ces fêtes sont souvent l'occasion de chants, de repas partagés et de divertissements simples, mais elles rappellent aussi la fragilité humaine et la présence constante du divin. Chaque rituel, chaque cérémonie est un mélange de célébration, de prière et d'obligation, un moyen de survivre psychologiquement dans un monde difficile. Impact sur la vie quotidienne. La religion influence toutes les décisions, que manger, quand travailler, comment se comporter. Les commandements et règles religieuses structurent la société et imposent une hiérarchie morale. La peur de l'enfer et l'espoir du paradis sont des moteurs puissants, capables de dicter le comportement des individus et des familles. Elle affecte également la médecine et les soins. Prières, bénédictions et reliques accompagnent souvent les traitements, et les pèlerinages peuvent être entrepris pour obtenir guérison ou protection. La vie médiévale est donc autant un combat physique qu'un voyage spirituel, où l'âme et le corps sont constamment sollicités. La foi comme soutien face à la difficulté. Dans ce monde rude, la foi offre réconfort et force. Elle transforme l'angoisse en patience, la souffrance en acceptation. Les villageois apprennent à vivre avec la peur de la maladie, de la famine et de la mort, tout en puisant dans la religion la résilience nécessaire pour continuer à travailler, nourrir leur famille et maintenir la communauté. Chaque priant, chaque procession, chaque rite est une affirmation silencieuse. Malgré les épreuves, malgré la dureté de la vie, l'homme cherche un sens, une lumière, un refuge. La religion n'est pas seulement un cadre moral ou spirituel, elle est un élément vital de la survie au quotidien. Importance de la religion au Moyen Âge. Imaginez à nouveau le paysage d'un village médiéval. Le soleil filtre à travers les nuages du matin, et la silhouette imposante de l'église se dresse au centre, ses clochers dominant chaque toit de chaume et chaque cheminée fumante. La religion n'est pas un simple choix personnel, mais le centre invisible qui structure toute la vie. Chaque maison, chaque champ, chaque ruelle est reliée à ce cœur spirituel. Les villageois se lèvent avec les chants des moines ou des cloches, travaillent en fonction des jours saints et observent les rites religieux comme un souffle nécessaire à leur survie. La religion comme centre de la vie quotidienne. Au Moyen Âge, il est difficile de séparer la foi de la vie pratique. La religion est omniprésente, elle guide les décisions, protège contre les dangers et donne un sens aux épreuves. Chaque geste, du lever du soleil au coucher, est ponctué par des prières, des bénédictions et des invocations. Les repas commencent souvent par un mot de gratitude envers Dieu, les enfants sont instruits dans les valeurs chrétiennes dès le plus jeune âge, et les relations sociales sont façonnées par des normes religieuses strictes. La religion offre un cadre moral et social.
Elle impose des règles sur le comportement, la justice, la propriété et la morale. La peur de l'enfer et l'espoir du paradis influencent le quotidien et les décisions, rendant chaque acte, qu'il soit mineur ou important, chargé d'une dimension spirituelle. Monastère et église, le cœur spirituel des communautés. Chaque village possède au moins une église, et dans certaines régions, des monastères ou des abbayes. Ces lieux ne sont pas seulement des bâtiments de pierre, ils sont des refuges, des centres de savoir et des points de ralliement pour la communauté. Les moines et prêtres y vivent selon des règles strictes, consacrant leur vie à la prière, à l'enseignement et aux soins des malades. Les clochers, visibles de loin, rythment le temps. Le son des cloches annonce l'aube, les heures de prière, le déjeuner, le dîner et le couvre-feu. Il rappelle aux habitants que chaque journée est placée sous le signe du sacré, que la foi est le fil conducteur qui relie tous les aspects de leur existence. Prières, fêtes religieuses et processions. Les prières sont le langage quotidien de la spiritualité médiévale. Chacun récite des oraisons le matin et le soir, implore la protection divine en cas de maladie ou de famine, et rend grâce pour les récoltes et les bénédictions. Les fêtes religieuses ponctuent l'année et offrent à la fois répit et célébration. Noël, Pâques, la Toussaint et les fêtes des saints locaux sont autant de moments où la communauté se rassemble, partage des repas, chante des hymnes et renforce ses liens sociaux. Les processions, visibles et collectives, rappellent l'omniprésence de Dieu et la nécessité de maintenir la foi et l'unité. Ces rituels permettent aux villageois de ressentir une continuité et une sécurité dans un monde par ailleurs imprévisible et dangereux. Même dans la maladie ou la famine, la foi offre un rythme, un cadre rassurant qui structure la vie et apaise les esprits. Influence sur la vie, la justice et la morale. La religion façonne la société dans ses moindres détails. Les jugements et les lois s'inspirent des préceptes religieux, et les clergés ont souvent un pouvoir direct sur la justice. Les délits sont non seulement des offenses contre la communauté, mais aussi des péchés devant Dieu. La morale quotidienne est imprégnée de dogmes, charité, obéissance, humilité et respect des rites sont enseignés et exigés. Le moindre écart peut être sanctionné, et la peur des sanctions divines guide les comportements. La religion agit donc comme un régulateur social puissant, renforçant la cohésion et la survie collective dans un environnement difficile et incertain. Rythme spirituel qui structure les journées. Chaque journée est un cycle de travail et de prière. Les habitants se lèvent avec la lumière du jour et le son des cloches. Les heures de travail, les repas, les moments de repos et de divertissement sont ponctués par la récitation de prières et la participation à des offices religieux. Ce rythme spirituel impose une discipline stricte, il apprend la patience, l'endurance et la résilience. La foi devient un guide silencieux, permettant aux individus de trouver un sens dans la fatigue, la faim et le danger permanent. Même le sommeil est rythmé par la prière, le corps se repose, mais l'âme reste attentive au sacré. La religion comme encre de survie. Dans un monde marqué par l'insécurité, les épidémies, la famine et la violence, la religion est plus qu'une croyance, elle est un pilier de la survie mentale et sociale. Elle structure le temps, offre un cadre moral, renforce les liens communautaires et permet aux individus d'endurer la dureté de la vie quotidienne. La vie médiévale, rude et imprévisible, trouve dans la foi un soutien constant. Les villageois ne se contentent pas de survivre physiquement, ils vivent spirituellement, et cette dimension leur permet d'affronter l'adversité avec courage et résilience. Si tu veux, je peux maintenant enchaîner sur la section finale de ta vidéo. Conclusion, pourquoi vous ne survivriez jamais au Moyen Âge, en synthétisant toutes les difficultés de la vie quotidienne, les maladies, le travail et la foi pour clore de manière immersive et hypnotique. Veux-tu que je fasse ça? Voici une version développée et immersive de la section Pouvoir des seigneurs et protection, adaptée à ton style narratif calme et hypnotique, avec des détails sensoriels pour créer l'atmosphère. Pouvoir des seigneurs et protection au Moyen Âge. Imaginez un village médiéval niché au pied d'une colline escarpée. Sur cette colline trône un château massif, ses pierres anciennes scintillant doucement sous la lumière du soleil couchant. Le vent transporte les senteurs du bois fumé, du four à pain et des herbes sauvages, et au loin, le son des cloches se mêle au bêlement des moutons et au murmure des ruisseaux. Ce château n'est pas seulement un lieu de résidence, il est le cœur du pouvoir local, le refuge et la menace à la fois. Les seigneurs locaux, justice et protection. Les seigneurs détiennent le pouvoir politique et judiciaire dans leur domaine. Ils arbitrent les conflits entre villageois, appliquent les lois locales et rendent justice en fonction des coutumes et de leur autorité. Leur rôle est double,
protéger les habitants des menaces extérieures et maintenir l'ordre au sein de la communauté. Pour les paysans, le seigneur est à la fois un protecteur et un suzerain. Il offre sécurité contre les pillards ou les bandits, mais il prélève aussi taxes, corvées et redevances. Chaque geste de dépendance, une récolte donnée, un service rendu est une promesse tacite de protection et de fidélité. Châteaux et fortifications, une présence sensorielle. Les châteaux médiévaux sont bien plus que des constructions, ce sont des symboles de puissance et de protection. Leurs murs épais et rugueux respirent la pierre ancienne et l'humidité des douves. Les tours élancées surveillent les alentours, tandis que les ponts-levis et les meurtrières témoignent de la vigilance permanente. À l'intérieur, les halls résonnent des pas des gardes, des voix des serviteurs et du crépitement des foyers. Les salles sont décorées de tapisseries et de tentures qui amortissent les sons et apportent une chaleur relative. La pierre, froide au toucher, contraste avec le feu des cheminées, créant une atmosphère à la fois sécurisante et imposante. Relation de dépendance et fidélité. La vie au Moyen Âge est marquée par un réseau complexe de loyauté. Les paysans cultivent la terre du Seigneur en échange de protection et de droits d'usage. Les chevaliers prêtent serment de fidélité au Seigneur, qui leur confère terre et privilèges. Chaque relation est régie par un équilibre fragile de devoirs et de protection. Cette dépendance est à la fois rassurante et contraignante. Les villageois savent que leur survie est liée à la bienveillance du Seigneur et à la stabilité de la hiérarchie locale. Même les fêtes et les rassemblements sociaux se déroulent souvent sous l'œil vigilant du château, renforçant le sentiment d'un monde ordonné mais strict. Guerre et défense, une violence omniprésente, racontée calmement. La guerre n'est jamais loin, mais elle est souvent diffuse. Les menaces peuvent venir des seigneurs voisins, des pillards ou des bandes errantes. Pourtant, cette réalité est intégrée dans le quotidien. Elle est perçue comme un rythme lointain, une force de la nature qu'il faut comprendre et respecter. Les entraînements des soldats, les murailles garnies de boucliers et de lances, et le retentissement des cornes de garde créent une ambiance constante de vigilance. La violence est présente, mais racontée ici avec calme. Elle devient un murmure, un souffle qui rappelle aux habitants la nécessité de prudence et d'adaptation. La protection comme nécessité vitale. La protection du Seigneur est essentielle à la survie. Les villageois, conscients de la fragilité de leur existence, acceptent les obligations et les corvées avec une résignation presque méditative. Chaque pierre du château, chaque sentinelle, chaque décision judiciaire rappelle que la sécurité est un luxe rare, offert par la force et la vigilance du pouvoir seigneurial. Ainsi, la vie médiévale, bien que rude, est encadrée par une structure. Les seigneurs imposent ordre, protection et justice. Leur pouvoir n'est pas seulement politique, il est vital, enveloppant les habitants dans une sécurité fragile mais indispensable, dans un monde où chaque journée est un équilibre entre travail, loyauté et survie. Vie communautaire et rites sociaux au Moyen Âge. Fermez les yeux, et imaginez un petit village médiéval, entouré de champs et de bois, protégé au loin par la silhouette rassurante mais imposante du château seigneurial. Les maisons de torchis et de bois, couvertes de chaumes, sont regroupées le long d'un chemin principal qui mène à l'église, centre spirituel et social. Dans cet espace, la vie communautaire est essentielle. La survie de chacun dépend de tous, et dans un monde dur, où la famine, la maladie et les guerres rôdent constamment, les liens humains deviennent une source de chaleur et de force. Le Moyen-Âge n'est pas seulement une époque de bataille et de seigneurs, c'est avant tout la vie ordinaire des villageois, rythmée par l'entraide, les fêtes, les rites familiaux et religieux, et les liens tissés avec les voisins. Solidarité dans les villages. La vie rurale médiévale repose sur une solidarité constante. Les tâches sont immenses et impossibles à accomplir seules. Labourer les champs, semer les graines, récolter les moissons, réparer les toitures, construire les granges et entretenir les chemins. Au printemps, les hommes s'unissent pour retourner les terres avec des charrues de bois tirées par des bœufs lourds et puissants. Le bruit des sabots, le craquement du bois et le souffle rauque des animaux se mêlent aux voix des paysans qui s'encouragent. Les femmes, elles, plantent, désherbent et entretiennent les jardins, tandis que les enfants ramassent le bois de chauffage, surveillent les troupeaux et participent à leur échelle. Lors des récoltes d'été et d'automne, le village entier se mobilise. Les chants résonnent de chants collectifs, destinés à alléger la fatigue et à donner du rythme au travail. Les odeurs de blé fraîchement coupé et de terre chaude emplissent l'air. On partage les outils, on s'entraide pour remplir les charrettes, et à la fin de la journée, chacun reçoit une part équitable de ce qui a été produit. Les constructions aussi nécessitent l'union.
Quand une maison doit être bâtie ou reconstruite, les voisins se rassemblent, apportant bois, paille, pierre et bras solides. L'effort devient collectif, et en retour, celui qui a reçu de l'aide devra, un jour, participer à une autre construction. Cette solidarité n'est pas seulement une nécessité, elle est une loi tacite de survie. Fêtes locales, foires et cérémonies religieuses. Dans un quotidien rude, les fêtes sont des éclats de lumière, des moments suspendus où la joie et la convivialité éclatent au grand jour. Chaque village organise des fêtes locales liées aux saisons, aux saints protecteurs, aux récoltes et aux mariages. Les foires attirent des voyageurs et des marchands venus de loin. Les chemins s'animent de caravanes chargées d'épices, de tissus, de poteries et de sel. Les odeurs de viande grillée, de pain chaud et de vin nouveau flottent dans l'air, tandis que les musiciens font résonner flûtes, vielles et tambours. Les rires, les cris des enfants et les appels des marchands emplissent la place du village d'une énergie presque enivrante. Les mariages sont de véritables célébrations collectives. Après la cérémonie religieuse à l'église, tout le village participe à un banquet bruyant et joyeux. On danse, on chante, on boit, et pendant quelques heures, les soucis s'effacent. Les baptêmes et les enterrements sont eux aussi des rites communautaires, empreints de gravité et de solidarité. La joie comme le deuil sont toujours partagés, car chaque vie individuelle est intimement liée au destin collectif. L'importance de la famille élargie et des voisins. La cellule familiale ne se limite pas au père, à la mère et aux enfants. La famille médiévale est souvent élargie. On y trouve les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, parfois même des serviteurs ou des apprentis. Tous participent à la vie économique et sociale de la maisonnée. Mais au-delà des liens du sang, les voisins tiennent un rôle crucial. On se connaît, on s'observe, on se juge parfois, mais surtout, on s'entraide. Les voisins sont présents lors des naissances, des mariages, des deuils. Ils offrent leur force lors des travaux agricoles, mais aussi leur soutien moral quand la maladie ou la famine frappe. Ce tissu social dense crée une sécurité affective dans un monde incertain. Perdre sa famille ou être rejeté par la communauté est l'une des pires condamnations. Cela signifie non seulement l'isolement, mais aussi la mort presque certaine. Description sensorielle des rassemblements. Fermez les yeux et imaginez une grande fête de village. Les rues s'animent, les maisons s'ouvrent, et une douce fumée monte des foyers. On entend le claquement des sabots des chevaux, le brouhaha des discussions, les éclats de rire, les notes joyeuses des instruments à cordes. Les odeurs sont multiples, viande grillée, pain encore chaud, fromage fort, épices rares que les marchands ont apportées de loin. L'air se charge de poussière, de sueur, de parfums de fleurs et de vin renversé. Les couleurs éclatent partout, tissus vifs, bannières flottant au vent, lumière de torchers et de chandelles qui se reflètent sur les visages. Dans ce tumulte joyeux, le temps semble suspendu. Les enfants courent, les jeunes dansent, les anciens sourient en silence, savourant l'instant. Et au milieu de cette foule, chacun se sent relié aux autres, comme une cellule d'un grand organisme vivant. Une communauté indispensable à la survie. La vie médiévale ne peut se concevoir sans communauté. L'isolement est synonyme de faiblesse, tandis que l'union assure la protection, la force et l'endurance face aux épreuves. Chaque geste est partagé, chaque fête, chaque cérémonie renforce les liens invisibles qui permettent au village de résister à la faim, aux épidémies et aux menaces extérieures. Dans ce monde dur, la communauté est bien plus qu'un cadre de vie. Elle est une famille élargie, une chaleur humaine, une promesse silencieuse que personne ne sera totalement seul dans l'épreuve.